Bonsoir à tous. Et si l'on parlait de triche ce soir, cette triche à la petite semaine, celle qui nous paraît presque légitime tant elle est banale et répandue. Les fausses notes de frais, celles d'un restaurant ou d'un taxi sont les plus évidentes. Mais vous allez voir au cours de cette émission qu'il existe bien d'autres formes de triche. Et dites-moi que vous n'avez jamais été tenté, je ne vous croirai pas. Mensonges, combines et arrangements, c'est le thème de ce nouveau numéro de Complément d'enquête. Je faisais de kilomètres, plus je gagnais d'argent. J'arrondissais de 50 ou 100 km. On n'est pas dans la fraude en ce qui me concerne. On est dans le... Allez, j'arrondis quoi. Payer ses repas personnels avec l'argent de son entreprise, c'est totalement illégal. Je me sens pas coupable parce que je vous avoue que ça m'empêche pas de dormir. Donc soit il faisait des faux tampons, soit, je sais pas, il a réussi à falsifier ses notes. Vous l'avez entendu, certains sont des rois de la triche et le revendiquent. En fait, près d'un Français sur trois serait concerné par ces petites combines. Pour réaliser cette émission, on s'est installé ici, devant le nouveau palais de justice à Paris, parce que dans certains cas, les affaires se terminent mal et vont jusque devant les tribunaux. Après une première enquête sur les fausses notes de frais, on vous emmènera aux États-Unis où l'on verra que lorsqu'il s'agit de la réussite scolaire de son enfant, eh bien certains sont prêts à tout. Piratage de dossiers, versement douteux de plusieurs millions d'euros. Maman, pourquoi tu triches? Ce sera l'une de nos 3 enquêtes de la soirée. Et puis, on verra aussi que le milieu associatif peut être touché. On vous parlera de ces enfants malades et de leurs donateurs victimes d'une arnaque à la compassion. Mais d'abord, commençons par ce sport national très français du recours à la fausse note de frais. Ça peut paraître léger et amusant, sauf que certains ont été licenciés pour cela et que le phénomène est en train d'exploser aujourd'hui en France. Alors voici cette première enquête. Elle est signée Wendy Sbinden et Vincent Kellner avec Reynald Lelouch pour Carthagène. Fabrice est un chef d'entreprise du genre gourmand. Le midi, il ne se refuse jamais un bon resto. C'est une terrine de cochon maison, fermière, velouté de légumes avec un œuf mollet parmesan, cœur de canard sauté. Et après, vous avez les chines de cochon rôties. Allez, les chines de cochon. Il invite souvent ses clients, de temps en temps ses amis et même sa famille. Officiellement, des déjeuners d'affaires. C'est compliqué de mettre le nom de ses enfants et de son épouse comme invité de repas d'affaires. Oui. J'ai pas mis un nom bidon, j'ai mis un vrai nom de quelqu'un que je connais, qui est chef d'entreprise. Mais il coule pas. Ce petit mensonge le fait sourire. Payer ses repas personnels avec l'argent de son entreprise, c'est totalement illégal. Fabrice le sait pertinemment, il est conseiller financier. Merci. Je me sens pas coupable parce que je vous avoue que ça m'empêche pas de dormir. C'est pas de l'industrie lourde non plus. Une entorse à la loi que ce patron s'autorise 1 à 2 fois par mois. C'est bien passé? Oui, très bien. On va me faire une note, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec détail ou sans détail? On va dire sans détail. Pourquoi sans détail? Pourquoi sans détail? Pour éviter que les choses soient bues, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a bu 2 verres de vin, voilà, donc ça pourrait faire désordre. Un déjeuner pour 2. 70 €. Qui est payé Par entreprise, certes. Pour que ce repas passe en frais professionnels, ce jour-là, comme d'habitude, il dira avoir déjeuné avec un client. Ces petits arrangements, il ne les limite pas aux frais de bouche. Dans son appartement, aussi, il a pris quelques libertés. Il peut arriver, en effet, que je puisse donc acheter des choses privées avec l'argent de la société. Oui, ça peut arriver. C'est vrai que la frontière est souvent assez ténue. Quelques exemples. Un ordinateur et une imprimante, par exemple, que en effet, j'ai acheté avec la boîte et qui est installé chez moi. Mes enfants s'en servent. Si vous savez que c'est interdit, pourquoi le faire quand même? Là, je considère que
Oui, ça me fait aussi un peu gagner du temps. Oui, ça me permet de payer la TVA sûrement lorsque j'achète cet ordinateur. Mais bon, voilà, c'est peut-être des petits passe-droits que les chefs d'entreprise s'arrogent. Ils redonnent beaucoup à la nation aussi, en embauchant et en payant leurs impôts. Voilà. Pour justifier ses achats, Fabrice trouve constamment des excuses. Chaque année, il passe environ 1 000 € de dépenses privées sur le compte de sa société. Des patrons tricheurs, mais aussi des salariés qui jouent avec le feu. Antoine non plus ne voit pas où est le mal. Lui a mis au point une quinzaine de techniques différentes pour arrondir ses fins de mois. Par peur de se faire prendre, il en est devenu très prudent, limite parano. Ouais, faut arrêter ici parce que c'est la base militaire des trucs qui écoutent tout ce qui se passe en France. La spécialité de ce commercial, l'arnaque au kilomètre. Un salarié qui utilise sa voiture entre son lieu de travail et un client peut être indemnisé entre 25 et 60 centimes du kilomètre. Alors à chaque déplacement, Antoine déclarait des distances bidons. Plus je faisais de kilomètres, plus je gagnais d'argent. J'arrondissais de 50 ou 100 km. On n'est pas dans la fraude en ce qui me concerne. On est dans le... Allez, j'arrondis quoi. Antoine arrondit à tout va. Des salons auxquels il ne va pas, des fausses tournées de prospection ou des rendez-vous fictifs. Faut toujours, si vous voulez que potentiellement, si vous arrive quoi que ce soit, que vous puissiez le justifier. Enfin, voilà, j'ai fait un détour par-ci, par-là, pour aller voir un client. Personne n'ira vérifier au kilomètre près ce que vous faites. Voilà. Sinon, il y aura un appareil électronique dans chaque voiture qui serait relié au trésor public, enfin, je suppose. À force, ça devient un jeu, presque une addiction. Restaurant, place de concert, cadeaux, toutes les occasions sont bonnes. Tiens, c'est l'anniversaire de machin. Machin, oh, ça tombe bien, c'est un client. T'achètes une caisse de champagne, tu t'en gardes un peu pour toi, quoi. Grâce à ces combines, pendant 3 ans, Antoine a augmenté son salaire chaque mois de 1 000 € net. En France, les frais professionnels s'élèvent à 11 milliards d'euros par an. Des PME aux grosses multinationales, un terrain de jeu idéal pour les fraudeurs. On a tous entendu parler des affaires de hauts fonctionnaires, de politiques qui auraient franchi la ligne jaune. Mais derrière ces noms connus, un salarié sur 3 tricherait sur ses notes de frais. Un vrai sport national. 730 € par an et par employé seraient ainsi détournés. Pour arrondir leur fin de mois, l'imagination des fraudeurs est sans limite. Pendant 2 ans, il a fait des fausses notes de frais sur un restaurant qui était fermé. Mais la fraude à la note de frais peut avoir de lourdes conséquences. Ça coûte sa place, ça coûte son boulot. Moi, j'ai eu des amis qui se sont fait contrôler, ils ont pleuré leur mère. Et pour les patrons qui trichent, un contrôle URSSAF peut être fatal. J'ai déjà vu des redressements au-delà du 1 million d'euros sur les frais professionnels non justifiés. Si la resquille est aussi courante en entreprise, c'est peut-être parce que falsifier ses frais est un jeu d'enfant. Nous avons tenté l'expérience. Dans cette station-service, sans avoir pris la moindre goutte d'essence, nous essayons d'obtenir un reçu. Je viens vous voir, j'ai un grand service à vous demander. En fait, j'ai fait un plein hier et j'ai oublié de prendre la facture. Donc on n'a pas le droit de faire ça. C'est ça le problème, parce qu'avant il y avait de l'abus, alors vous voyez, maintenant il y a une caméra au-dessus de nos têtes, nous on n'a pas le droit de faire ça. Fini ça. La première tentative est un échec, mais dès la station suivante... Je viens voir parce que j'ai un petit souci, c'est que j'ai fait un plein hier et que j'ai oublié de prendre le ticket. Ça faisait pris combien? 72. Ouais, je peux faire ça manuellement. Après mettre le cachet, quoi. C'est bon. Ah, ce serait top. Ah, je dois pas être la première à vous demander ça. Oui, ça arrive. Ouais.
Avec ce reçu, nous pourrions nous faire rembourser 72 € sans même en avoir dépensé 1 centime. Obtenir de fausses notes est d'une facilité déconcertante, même dans les restaurants. En à peine quelques minutes de négociation, et sans même avoir déjeuné, ce restaurateur nous établit une note à 18 €. D'autres acceptent même de modifier le montant de l'addition. Ici, nous déjeunons pour 26,60 €. Il y a une pizza végétarienne et une bavette. Ouais, 26,60 €. Mais la serveuse nous donne volontiers l'addition de la table d'à côté. Nos 26,60 € se sont transformés comme par magie en 46,90 €. 20 € de plus dans la poche. Certains fraudeurs vont même chercher leur ticket dans les parkings. Il suffit juste de ne pas avoir peur de se salir les mains et de bien choisir la date, l'heure et bien sûr le montant. En une matinée, nous avons récupéré 132 € de justificatifs que nous pourrions nous faire rembourser, mais qui finiront à la poubelle. Comment les entreprises contrôlent-elles le milliard de notes de frais qui circulent en France chaque année? Aucune des sociétés que nous avons contactées n'a voulu nous ouvrir ses portes. Alors, nous nous sommes repliés sur nos bureaux. France Télévisions, ses 10 000 employés et des montagnes de notes de frais à remplir chaque mois. Une corvée pour la rédaction de compléments d'enquête. Parce que sur Bernard Tapie, il y a des milliards de façons... Merci en tous les cas, merci beaucoup. Sur le bureau de Nathalie, une des journalistes de l'équipe, les factures s'empilent. J'ai 208 € et j'ai 16 €. Voilà. Donc tout ça c'est un voyage que j'ai fait en février 2019. Après, c'est compliqué parce que comme c'est écrit en coréen, moi-même, je ne sais plus ce que c'est. Donc j'ai bien fait attention, noter quand c'était des taxis, quand c'était des repas, etc. Donc ça fait beaucoup de trucs à rentrer. C'est un cauchemar. Trop compliqué, les frais de reportage en Corée. Je trouve ça tellement chiant à faire. Nathalie s'attaque à un tournage plus simple en France. J'ai acheté un sandwich à la gare. C'est mon déjeuner à Nevers. Ça, c'est des invitations parce que j'étais avec un monsieur que je suivais à Bourges et j'ai pris des taxis. Voilà. Ce n'est pas la Corée et pourtant... Alors, ça doit être ça parce que c'est un truc sûr. Il faut appeler à la rescousse Sarah de la compta. Allô, Sarah, je voudrais faire ma petite note de frais sur Bourges. Objet professionnel, non? Non, commentaire. Juste après. Alors, attends, mais j'ai pas commentaire. Ah si, commentaire. Des heures de paperasse. Chaque mois, Nathalie passe ainsi une journée entière à faire ses notes de frais. Donc là, je mets enregistrer, parce que j'en ai plus, en fait. Et lieu d'arrivée... Une fois entrée dans l'ordinateur, ces dépenses sont contrôlées par le rédacteur en chef, Thomas Auro. La note de frais de Nathalie, repas, frais de représentation externe, ça c'est une invitation. Taxi, c'est bon, là j'appuie et je valide. Une simple formalité, il n'entre pas dans le détail des factures de ces journalistes. Il y a une relation de confiance aussi avec les salariés qui fait que je ne vais pas leur demander qui est monsieur machin qui a inscrit sur ta note de frais. Je leur fais confiance. C'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup dans notre équipe. Donc je le mets là, hein? Oui. Les frais de Nathalie partent ensuite au service comptabilité, où les vérifications sont plus poussées. Tiens Sarah, le courrier. La fameuse Sarah a une mission, chasser la triche. Bourges, ils n'avaient pas de voiture de loc. On est bon. Ok. Ah, pourquoi je l'ai 2 fois? Elle épluche tout, du simple taxi aux additions de restaurant. À 7 €. Ok, j'en ai 2 là.
Je regarde où a été fait la dépense. Il y a bien une adresse, un numéro de téléphone, l'inscription au registre du commerce pour être sûr que c'est bien un restaurateur. Donc c'est bien la bonne adresse, c'est bien à Bourges et c'est bien de la restauration traditionnelle. Donc c'est bon, c'est bien conforme. Rien n'échappe à Sarah. Elle détecte aussi ceux qui poussent le bouchon un peu loin. Ah bah il y en a, ils disent on peut saisir nous-mêmes, allez je vais tout mettre dedans. Et puis il y a quelqu'un qui fera le tri derrière. Ça arrive aussi. Oh je savais pas, je l'ai mis. On sait jamais. On sait jamais. Ça revient pas mal. On sait jamais. Ça peut passer. Ou pas. Une fois validée, la note de frais va finir dans les archives. Des centaines et des centaines de factures sont stockées ici pendant 3 ans. C'est la loi. Vous êtes obligé de garder les notes de frais? Oui, pendant 3 ans. Au cas où s'il y a un contrôle URSSAF, on doit pouvoir produire les justificatifs. Sarah ne plaisante pas avec les notes de frais, car en cas d'inspection de l'URSSAF, c'est l'entreprise elle-même qui est sanctionnée, parfois très sévèrement. 190 000 contrôles sont effectués chaque année pour le compte de l'État par les 22 centres URSSAF de France, comme ici à Toulouse. Anne Cazot est inspectrice depuis 20 ans. En véritable détective, elle croise les fiches de paie et les bilans comptables, retrace la vie des salariés, à l'affût de la moindre fraude. Son rôle, vérifier que chaque dépense est indispensable au travail du salarié. Donc là, j'ai vu que Monsieur X, il avait rendez-vous à la mairie de Toulouse, par exemple, il s'est déplacé. Ensuite, il avait une réunion avec des directeurs d'autres établissements sur la région parisienne. Donc là, je vais peut-être trouver du restaurant. J'ai une note de restaurant. C'est un repas qui a eu lieu à midi. Et en effet, ils sont plusieurs. Donc moi, sur ma note de restaurant, j'ai bien déjeuné avec Monsieur X de telle entreprise. Donc là, la note, elle est valide. Si la dépense n'est pas d'ordre professionnel, l'inspectrice la considérera comme un avantage, une sorte de prime pour le salarié. Une somme sur laquelle l'employeur devra donc payer des charges sociales. Ça, c'est des notes à la volée. C'est souvent un restaurant toujours le même. À des endroits, il ne bouge pas trop. C'est ce qu'elle flaire dans le dossier suivant. Non, 22h24, ici. Où est-ce qu'on a là? Là, on n'a peut-être pas l'heure là-dessus. 21h43. Il aime le japonais, il n'y a que du japonais. Donc là, on est dans une période où il doit me fournir des justificatifs, m'expliquer pourquoi il va toujours au même, avec qui et comment. Cet amateur de japonais a dépensé 2 000 € de sushis en 12 mois. S'ils ne sont pas justifiés, l'URSSAF les comptabilisera comme un supplément de salaire. On va prendre les 2 000 € et on va récupérer toutes les charges sociales. Tout frais non justifié est réintégré au premier euro. Des charges sociales estimées dans ce cas à 1 000 €. L'URSSAF redresse les entreprises un peu trop laxistes avec leurs salariés, mais elle traque surtout celles qui utilisent les notes de frais comme complément de salaire. À la Défense, Karine travaille comme ingénieure pour une société de consulting en informatique. Lors de son embauche, il y a 5 ans, elle a accepté une partie de salaire déguisé. Ils nous demandent notre prétention salariale. Moi, je voudrais avoir 40 000. Ils m'ont proposé 38 000 €. Et les 2 000 € en plus, ils seront versés à travers des frais de déplacement. À l'époque, 10% de son salaire net lui est versé sous forme d'indemnité kilométrique, soit 10 € par jour, alors qu'elle va travailler en transport en commun. Donc moi, j'avais 10 €, mais il y a des collègues qui avaient 17 €, qui avaient 13 € et qui avaient 15 €. La pratique est illégale, mais cela ne lui pose aucun problème. Très vite, Karine déchante. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Quand vous travaillez, tous les jours, vous avez vos frais à la fin du mois. Mais quand vous ne travaillez pas, vous êtes en arrêt maladie, là, c'est autre chose. Et là, ça fait mal. Lors de ses congés, son employeur ne lui verse aucune indemnité kilométrique. En cas de contrôle URSSAF, il espère ainsi éviter un redressement. Aujourd'hui,
La société de Karine assure respecter les règles en matière de frais professionnels. D'accord. Bon, écoute, si on prouve que c'est des dommages et intérêts, il n'y a pas Ce de... système de salaire déguisé, cette ancienne inspectrice de l'URSSAF le connaît bien. Il y a encore 4 ans, Myriam Selmani contrôlait les entreprises d'Île-de-France. Pour l'entreprise, c'est une exonération de charges, donc une économie substantielle, non pas sur un seul salarié, mais multipliée par une flotte de commerciaux de 200-300 personnes. Ça peut représenter pour une entreprise, moi je l'ai déjà vu, des redressements qui sont au-delà du million d'euros pour une seule et même entreprise sur les frais professionnels non justifiés. Si les patrons sont parfois à l'origine de la fraude aux notes de frais, le plus souvent, ils en sont les victimes. Patron d'une PME d'outillage, Guillaume dirige une vingtaine de commerciaux. Une boîte à l'ambiance bon enfant, où la confiance est de mise. Mais il y a un an, il se rend compte qu'un salarié l'arnaque. Ils sont trahis, voilà. Trahi, on perd la confiance, on doute un peu de tout le monde après. Voilà. Le commercial faisait pourtant partie des mieux lotis. 4 000 € net par mois, des primes et une voiture de fonction. Mais il arrondissait son salaire grâce à une combine sur ses notes de restaurant que Guillaume découvre par hasard. 12, 13, voilà, à 16 €, déjà il y a 200 € là. Sur des dizaines et des dizaines de reçus, il manque la TVA. Et donc on a appelé tous les restaurants pour savoir s'ils pouvaient nous en refaire une avec TVA. Et on s'est aperçu que toutes les notes, à part vraiment une ou deux, c'était toutes des faux. Donc soit il faisait des faux tampons, soit je sais pas. Il a réussi à falsifier ses notes. Il y en a même un qui était fermé. C'est carrément pire, quoi. Pendant 2 ans, il a fait des fausses notes de frais sur un restaurant qui était fermé. En tout, 3 000 € de fausses notes que Guillaume aurait bien dépensé autrement. C'est de l'argent qui aurait pu servir à l'investissement, à même des primes de ses collègues, des choses, voilà, c'était de l'argent détourné. Depuis, ce patron envisage d'équiper les voitures de ses commerciaux de systèmes GPS pour surveiller les déplacements. Et le salarié fraudeur a été mis à la porte. Matin au soir, quoi. Gare à ceux qui se font prendre. La vie de Jean-François a basculé en juin 2014. Et ouais. Chef de secteur dans la vente de produits d'entretien, il dirigeait une équipe de 10 commerciaux. 18 ans de carrière, balayé par quelques petits bouts de papier, il s'est fait virer du jour au lendemain. J'ai dû revenir pour rendre ma voiture fonction et puis voilà. J'ai jamais remis les pieds dans les locaux. On ne s'imagine pas que cette note de frais, ce bout de papier qu'on remplit un peu rapidement, si on n'a pas le justificatif qui va bien avec, il vaut mieux pas le faire. Son employeur lui reproche 1 438 € de restaurant injustifié. Tout a été détaillé dans sa lettre de licenciement. Il y en a quelques pages, hein. Ça ressemble presque à un travail de fourmi. Pour chaque note de frais, l'employeur a tout retracé. 11 juillet 2013, vous avez un justificatif de repas au restaurant Chez Max à Quimper pour 41,10 € avec invitation monsieur et madame J. Madame Z a un justificatif pour le 11 juillet 2013 pour le même restaurant et le même montant avec un invité différent. Je pense que quelqu'un a dû s'amuser un petit peu. Il en est persuadé. Son employeur a trouvé une excuse pour le licencier. Selon lui, ces frais étaient tolérés par sa hiérarchie. J'ai jamais eu d'avertissement en 18 ans et demi de carrière, j'ai pas eu un seul avertissement. Comme c'était accepté par mon supérieur et que souvent on en parlait verbalement, s'il y avait quelque chose qui lui semblait un peu bizarre, il m'en parlait. Des fois, il me dit tiens, c'est bizarre. Là, tu as la note de frais, c'était pourquoi en justifiant, j'ai invité un tel et puis ça le passait. Donc voilà, pour 1 438 € de frais injustifiés. À la limite, ils auraient même pu me demander de les rembourser éventuellement, mais c'était pas dans leur logique, semble-t-il. Son ex-employeur
a refusé notre demande d'interview. Avec 18 ans d'ancienneté, Jean-François aurait pu toucher 40 000 € d'indemnité. Licencié pour faute grave, il n'aura rien. Éviter la triche, mieux gérer leurs frais, la plupart des entreprises en rêvent. Patron de start-up, Tristan Le Tertre a peut-être trouvé la recette antifraude. Alors, je peux payer en sans contact ou pas, non? Non. Sa carte de crédit professionnelle est reliée à une application sur son smartphone. Voilà. Et je viens de recevoir le SMS. Hop. N'oubliez pas le justificatif pour 21,40 €. Il me reste juste à prendre en photo le reçu. Plus besoin d'attendre de revenir au bureau. La note de frais est traitée immédiatement. Et en quelques secondes, ma note de frais est réalisée. C'est envoyé en comptabilité. La solution de Tristan Le Tertre, une carte de crédit spéciale. Cette agence de com a été séduite. Avec ses 120 salariés, elle croule sous les demandes de remboursement. Quand je vois le volume, surtout, toi sur un événement, tu peux avoir jusqu'à, je sais pas moi, 100, 200 notes de frais sur un événement. Après, parce que nous, derrière, quand on revient au bureau et qu'on a dépensé 50, on a eu 50 notes de frais, et des fois, il nous faut une matinée pour toutes les saisir. Donc, c'est vrai que là, on va le faire immédiatement et c'est génial. Un gain de temps, mais aussi un moyen efficace de lutter contre la fraude. Grâce à un logiciel, la carte bancaire est pilotable à distance. L'employeur peut la bloquer pendant le week-end, imposer des plafonds par jour ou encore interdire les retraits. Vous pouvez désactiver les stations-service ou les activer, les restaurants, les avions, les paiements à l'étranger ou pas, le retrait d'argent. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, Justine qui voyage beaucoup, elle, on peut dire, voilà, elle peut utiliser ça partout dans le monde. Exactement. Mais par contre, un chef de projet qui est plus junior ou... Voilà, vous pouvez dire je désactive l'étranger, je désactive ou j'active Internet. Fini les indemnités kilométriques bidons ou les fausses factures de restaurant. Cette solution aurait sans doute permis à Guillaume, le chef d'entreprise, d'éviter de se retrouver devant les tribunaux. Donc, petit point sur le dossier en cours. Donc, on devrait avoir la décision autour de Noël. Ça nous fera à peu près une année de procédure. 2 mois après avoir licencié son salarié, Guillaume a une drôle de surprise. Il est attaqué devant les prud'hommes par son employé, qui reconnaît les fausses notes, mais qui conteste son licenciement. C'est moi à qui on reproche quelque chose alors qu'on n'a rien fait, quoi. C'est de se dire on est obligé de se défendre contre quelque chose, c'est du vol. Hein. Donc voilà, c'est ça où lui il convoque les prud'hommes. Nous on est obligé de monter les dossiers, de se défendre. On se défendra. Le seul risque, c'est qu'il ait effectivement son indemnité de licenciement, son préavis, ses dommages à intérêts. Voilà. Mais ce qui est un risque énorme hein, dans l'absolu, vu les montants. Mais en l'occurrence, on n'y croit pas parce qu'on pense que le licenciement est justifié, mais... S'il est condamné à payer les indemnités de licenciement et les dommages et intérêts, Guillaume pourrait avoir à verser 20 000 € à son employé indélicat. Et l'on se retrouve devant le nouveau palais de justice avec vous, Arnaud Pelletier. Vous êtes détective privé, bonjour. Une bonne partie de votre travail aujourd'hui, c'est précisément d'apporter des preuves de cette triche aux entreprises, c'est ça? Alors effectivement, on travaille beaucoup pour les entreprises, de plus en plus. Et ce qu'on a vu dans le reportage n'est que la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire? C'est-à-dire que même si on a des cas un peu extrêmes, c'est de la petite triche un peu... insidieuse, un peu tolérée, qui existe depuis très longtemps, qui se fait de façon, on va dire, générale. Vous parlez des fausses notes de frais, voilà, restaurants, les fausses notes de frais, restaurants, on enjolive un petit peu la réalité. Ouais. Quand on fait l'appel à nos services, bien souvent, on est au stade d'après.
C'est-à-dire ? Et on est sur de la concurrence déloyale, sur des faux arrêts maladie où on va travailler pour son compte ou pour un concurrent, sur du détournement d'actifs de l'entreprise. Je vais utiliser, si je travaille dans le bâtiment, du matériel de l'entreprise pour refaire ma maison. Pire, je vais vendre de l'information à un concurrent. Donc c'est toute cette notion où le salarié va détourner les actifs de son entreprise pour son compte ou pour le compte d'un autre. Et là, le préjudice est bien plus grand et j'ai des PME qui peuvent mettre la clé sous la porte s'ils ne prennent pas à bras-le-corps ces éléments en compte et ils font appel à nos services. Et notamment des établissements publics ? Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'évolution. Eh bien, il y a un petit décalage entre le privé et le public. Et ce qui était encore toléré, mais toléré dans la fonction publique, sur les petits arrangements. Quoi, par exemple ? Le petit travail le week-end où on utilise le matériel de la mairie. D'accord. L'arrêt maladie. Champion du monde des arrêts maladie, où pendant mon arrêt maladie, je vais monter ma petite structure et je vais faire mon business. Sauf que qui paye ? Nous, la collectivité. Et ça, c'était toléré. C'était su, ça a toujours été su, mais ça a été toléré pendant longtemps. Aujourd'hui, on est dans une période de restriction budgétaire et ça ne va pas s'arranger a priori. Et donc maintenant, les hôpitaux, les mairies, les communautés de communes, elles comptent. Et vous me disiez tout à l'heure, par exemple, il arrive qu'il y ait des vols de données ? Alors bien sûr, alors ça c'est une autre facette. Ouais. La digitalisation de la société fait que, il y a 30 ans, il fallait ouvrir le coffre-fort pour avoir la donnée. Aujourd'hui, c'est dans le système d'information de l'entreprise et souvent pour les PME, il est mal protégé. Et donc le salarié, je suis sûr que les gens qui nous regardent, qui sont partis d'une entreprise, combien d'entre nous, tous, je m'inclus dedans, on part d'une entreprise, on y est resté une dizaine d'années, petite clé USB, tiens, je vais prendre ne serait-ce que mon travail. C'est mon travail, il est à moi, je l'ai fait, je vais le prendre. Non, il n'est pas à moi. Il est à l'entreprise. J'ai été payé pour le faire pour l'entreprise. Et donc, ce trafic d'informations, ou un fichier client qui est mal protégé, un fichier fournisseur qui est mal protégé, ça peut se retrouver à la concurrence et ça se monnaie, notamment sur le dark web. Comment vous faites ? Jusqu'où vous pouvez aller quand même ? Parce qu'on a l'image du détective privé qui est quand même capable de beaucoup de choses. Vous faites un peu de filature, beaucoup de surveillance. On fait tout ça, mais de façon encadrée. Donc évidemment, on pense en premier à la filature d'un salarié. Je vais prendre des exemples pour illustrer. Un commercial qui va aller un petit peu vendre des informations aux concurrents, eh bien, sur son temps de travail, sans empiéter sur sa vie privée, sans aller à son domicile, on va contrôler si effectivement il fait son travail ou si, comme le suspecte son patron, il va voir une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois le concurrent et comme par hasard, une semaine après, il donne sa démission et comme par hasard, 2 mois après, vous avez une vague de démissions dans l'entreprise qui va se retrouver chez la société concurrente. Donc là, filature, surveillance, prise de photos, rédaction de rapports, ça peut être témoignage, ça peut être analyse informatique, ce qu'on appelle le forensic, où on va rechercher dans l'ordinateur du salarié s'il n'y a pas des fuites d'informations. Ça, vous avez le droit de le faire aussi. Tout ça, on peut le faire avec des experts agréés auprès des tribunaux et qui nous donnent des rapports qu'on va fournir et ça va terminer, bien souvent, en justice. Ici. Merci Arnaud Pelletier d'être venu nous voir. On va voir maintenant que l'une des triches les plus répandues, souvent, c'est celle qui touche à la scolarité de ses enfants. Vous avez sans doute entendu parler aux États-Unis de cette arnaque à l'entrée des universités. Un certain nombre de stars n'ont pas hésité à monter des dossiers bidons ou même à payer des pots de vin pour faire en sorte que leurs enfants soient acceptés dans de prestigieux établissements. Comment ça fonctionne ? Comment ce système a-t-il été mis en place ? C'est l'objet de l'enquête que vous allez voir maintenant et qui est réalisée par Sébastien Lafargue, Valérie Lucas et Michel Pignard. L'affaire a été révélée au grand jour le 12 mars dernier. Les universités les plus prestigieuses des États-Unis se sont réveillées ce jour-là en pleine tempête médiatique. Et d'abord, cette incroyable histoire, des millions de dollars pour littéralement acheter des admissions dans des universités. Ça vous choque, ça ? Oh mon Dieu, on en apprend davantage sur cet immense scandale. Des parents très fortunés n'ont pas hésité à tout mettre en œuvre pour faire entrer leurs enfants dans les meilleures universités du pays. On parle de pots de vin, de triche et même de faux profils d'athlètes. Les parents impliqués, de grands avocats, des as de la finance et même 2 actrices hollywoodiennes, Lori Loughlin et Felicity Huffman. Après 1 an d'enquête du FBI, la justice américaine a déjà inculpé 50 personnes.
En 7 ans, de riches parents ont payé un intermédiaire plus de 25 millions de dollars. Le cerveau de l'opération, le voici. Avez-vous une déclaration à faire? Rick Singer, un coach pour lycéens, à l'origine d'une vaste fraude qui a touché 8 facs, parmi les plus prestigieuses du pays. Rick Singer a plaidé coupable. Il a organisé une vaste corruption pour entrer dans les universités les plus sélectives. Rick Singer, 59 ans, l'histoire d'un roi de la triche et de ses complices, des parents prêts à tout pour assurer l'avenir de leur progéniture. Il y a quelques semaines encore, Singer vivait ici, en Californie, à Newport Beach. Dans cette ville cossue au bord de l'océan Pacifique, il était installé dans cette immense demeure, estimée à 2,5 millions de dollars. Il l'a vendue précipitamment, juste avant que le scandale n'éclate. Voici les photos de l'annonce immobilière. 500 mètres carrés habitables, jardin paysager, terrasses aménagées, 5 chambres, 5 salles de bain. Cette maison luxueuse, Singer y aurait vécu plutôt discrètement d'après ses voisins. Bonjour, merci de nous répondre. Je ne l'ai pas vu depuis le début de l'affaire. Mais mon mari, lui, l'a croisé juste après le départ des journalistes. Mon mari lui a dit en blaguant « Dis donc, quelle agitation ces derniers jours avec toutes ces caméras devant chez nous. » Rick a dit « Ouais, je sais, je suis désolé. » Et il a ajouté « Bon, ça va prendre du temps, mais on finira par parler de ce que j'ai fait de bien aussi. » Il nous a toujours expliqué qu'il avait aidé beaucoup de gamins de lycées difficiles pour entrer à l'université. Rick Singer, un éducateur dans l'âme, dévoué à la jeunesse pendant plus de 40 ans. À 700 km de là, dans le nord de la Californie, Sacramento est nettement plus modeste. C'est ici que Singer a débuté sa carrière. En 1989, il devient assistant coach de l'équipe de basket universitaire de la ville. Ron McKenna était entraîneur dans la même équipe. Une amitié de 30 ans. Il y a quelques jours, Ron et Rick se sont parlé au téléphone. Quand je l'ai appelé, il m'a dit « Ne me pose pas de questions ». Mais je peux vous dire qu'il n'y avait pas dans sa voix cet éclat qu'il a habituellement. Il semblait bien préoccupé. Je ne suis pas en mesure de comprendre comment il a pu se mettre là-dedans. Quel genre de personne est-il? Je dirais charismatique, accro au travail, perfectionniste, généreux, un type bien. Singer est aussi un ambitieux. Alors que les facs américaines deviennent de plus en plus sélectives, il flaire une opportunité. Sa méthode de coaching sportif, il va la proposer désormais aux parents obsédés par la réussite de leurs enfants. Je m'appelle Rick Singer. Mon boulot, guider les ados et les familles dans tout le processus d'admission aux universités. C'est incroyable. L'entrée à l'université est devenue si difficile. Ce processus fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous, mais aussi le plus mauvais dans les familles. Je suis le coach de maman, de papa et même des grands-parents qui me disent « Il faut qu'il aille dans cette fac ». Si j'étais psychiatre, je leur prescrirais des anxiolytiques, y compris pour papa et maman. Après tout ce chaos, la vraie récompense pour moi, c'est que les gamins entrent dans l'université qui leur convient le mieux et qu'ils soient fiers d'eux, leur donner les clés pour réussir leur vie. Sur le site de son entreprise, The Key, Rick Singer prétend avoir la clé pour déverrouiller le potentiel de vos enfants et les conduire sur la route du succès.
Danse classique, football ou engagement humanitaire, le moindre hobby, la moindre compétence est poussée à son maximum pour vendre aux facs des profils de gagnants. La méthode pour être admis dans l'université de votre choix est même théorisée dans un livre. Il avait beaucoup de succès ici. Il était très apprécié. Et il a fait un très bon boulot. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut aller là où les opportunités se trouvent. Et donc, il est allé dans le sud de la Californie pour développer un nouveau business. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont surgi. Sa nouvelle cible, les familles très fortunées, prêtes à payer plusieurs centaines de milliers de dollars pour s'assurer que leurs enfants entrent dans les meilleures facs. Pour leur offrir cette garantie à 100%, Singer met en place un système élaboré de pots de vin versés à des responsables universitaires comme ici, à Stanford. Voici une des universités où Singer a fait entrer des étudiants. En fait, il a corrompu l'entraîneur de l'équipe universitaire de voile. Quand le scandale a éclaté, ça a été l'une des premières révélations. Malheureusement, même Stanford n'y a pas échappé. Julia Sulek est journaliste dans la région de San Francisco. Depuis un mois, l'affaire Singer l'occupe presque quotidiennement. Hey guys. Pour écrire ses articles, elle s'est appuyée sur le rapport du FBI, qui a mené l'enquête pendant 1 an. Dans ces pages, vous avez les retranscriptions des conversations téléphoniques que Singer avait avec les parents quand il les faisait entrer dans sa combine de pots de vin pour tricher et permettre à leurs gamins d'entrer dans les universités. Le FBI a enregistré Singer à son insu. C'est juste fascinant. On croirait une fiction, ça ressemble à un scénario. Ça montre ses parents fortunés sous leur pire jour. Le FBI a mis en ligne son rapport sur le site du ministère de la Justice. Des centaines de pages où tout a été consigné. Les conversations téléphoniques, les mails détaillant la fraude et les sommes colossales demandées par Singer. Ma fondation va vous envoyer une facture et en retour, vous nous ferez parvenir un chèque de 200 000 $. Le dossier révèle les noms d'une trentaine de parents tricheurs. Page 72. On découvre ainsi celui de Felicity Huffman, l'une des vedettes de la série Desperate Housewives. Vous me demandez un pot de vin? Vous prétendez être au-dessus de ça? Je cherchais mon chéquier. Elle a payé 15 000 $ à Singer pour que sa fille aînée, ici à côté de son père, autre star d'Hollywood, obtienne un excellent score au SAT, un test obligatoire pour entrer à l'université. Le plan imaginé par Singer était bien rodé. Je contrôle 2 centres d'examen. Si elle passe son test dans l'un d'entre eux, je peux lui garantir son score. Il avait acheté les directeurs de 2 centres d'examen et il avait même un faux surveillant complice pour permettre la triche. Plusieurs scénarios existaient selon que l'étudiant était au courant ou pas de la fraude. Première possibilité, le candidat n'est pas au courant. Il passe son test normalement. Il ne se doute pas que le faux surveillant corrigera ses réponses après son départ. Deuxième option, le candidat est dans la combine. Il passe son test côte à côte avec le faux surveillant qui lui fournit les bonnes réponses. Enfin, dernier cas, le candidat ne se présente même pas. Le faux surveillant passe le test intégralement à sa place. Mais un score truqué au test obligatoire ne suffit pas toujours pour entrer dans la fac de ses rêves. Alors Singer propose la triche ultime, le service premium. Phase 1, mettre les candidats à niveau. Phase 2, je place votre enfant où vous voulez, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Pour 220 000 $, Singer promet par exemple à ce magnat de l'immobilier de faire entrer son fils dans une université d'élite par la petite porte, celle du sport. J'ai créé la porte d'entrée dérobée. Vous me dites quelles universités vous voulez
Et avant le début de la classe de terminale, c'est réglé. Ça m'intéresse votre truc de porte dérobée. Mais c'est forcément une entrée par la voie du sport? C'est le chemin le plus simple, oui. Le sport étudiant aux États-Unis, c'est presque une religion. Les matchs universitaires se jouent dans des stades gigantesques et sont retransmis à la télé. Des millions de dollars sont en jeu. Les jeunes athlètes sont des recrues si précieuses pour les facs qu'ils ont leur propre circuit d'admission. À Los Angeles, USC est aussi prestigieuse qu'Harvard ou Yale. Ici, une quinzaine de disciplines sportives sont représentées. Le terrain de jeu idéal pour Rick Singer. Mark Schouf enseigne le journalisme sur le campus. Il a fait les comptes. Ici, Singer a corrompu au moins 4 responsables du département des sports. À USC, il y a très peu de contrôle. Quand un entraîneur dit « je veux que cette personne entre à l'université », ce que le cerveau de cette triche, de cette corruption a compris, c'est qu'il suffisait de verser des pots de vin à seulement quelques personnes du département des sports. Et c'est ce qu'il a fait. Il les a corrompus pour faire entrer toutes sortes d'étudiants à travers ce que Singer a appelé la porte dérobée de la fac. Parmi la vingtaine d'étudiants ainsi admis frauduleusement à USC, aucun n'est sportif de haut niveau. Certains n'avaient même jamais pratiqué le sport pour lequel ils ont été recrutés. De quoi surprendre les parents. Mais à l'époque, Singer a réponse à tout. Comprenez-moi bien, ma fille n'est pas du tout au niveau pour être dans l'équipe. L'entraîneur est dans la combine. Il sait parfaitement qu'elle ne jouera jamais. Pour votre fils, je vais créer un faux profil de sportif. Je vais prendre une photo d'un athlète et puis on va faire une photo de votre fils et on mettra son visage à la place. J'ai déjà fait ça 1 million de fois. Bravo pour tous tes succès. Ah, c'est trop mignon. Parmi les faux athlètes recrutés, les 2 filles de Lori Loughlin, connues pour son rôle dans la série La Fête à la maison à la fin des années 80. Oh darling, you're home at last. L'actrice a versé 500 000 $ à Singer et ses complices pour acheter l'entrée à USC d'Isabella et d'Olivia Jade, la cadette. Olivia Jade est une youtubeuse célèbre. Voici ce qu'elle expliquait à ses fans juste avant de rejoindre l'université. Je veux vivre l'expérience des jours de match, de la fête. Les études, ça m'intéresse pas vraiment, comme vous le savez tous. Olivia Jade, son truc, c'est plutôt les copines et le maquillage. Peut-être moins l'entraînement quotidien et intensif avec l'équipe féminine d'aviron de l'université à laquelle elle est pourtant censée appartenir. Sur le campus, nous rencontrons justement par hasard son entraîneur. Ok, bon, on va se mettre en route pour un footing. Était-il au courant du recrutement bidon d'Olivia Jade? Désolé, mais ce qu'on fait ici n'a strictement rien à voir avec cette histoire. Faisait-elle partie de l'équipe? Tout ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Selon l'enquête du FBI, c'est sa supérieure au département des sports à USC, Donna Hennell, qui en échange de pots de vin validait les faux profils de Singer. Elle a été licenciée quand le scandale a éclaté. Comment l'université a-t-elle pu laisser passer une telle fraude pendant des années? Du côté de la direction, personne n'a voulu répondre à nos questions. Surtout pas le patron du département des sports, croisé sur le campus. J'ai dit non. Comment cette affaire a pu se produire ici, dans votre département? Demandez à quelqu'un d'autre. À qui? Vous êtes le directeur? Comment est-ce possible que des entraîneurs agissent sans aucun contrôle? Comment ces pots de vin ont-ils pu arriver? Aucune réponse. Le patron des sports préfère peut-être réserver ses déclarations au FBI.
L'enquête est toujours en cours. Du côté des étudiants, en tout cas, l'affaire est dans tous les esprits. Elle s'invite même parfois en salle de cours. Il y a ces parents qui versent des pots de vin à des responsables de l'université, des pseudo-athlètes recrutés qui n'ont jamais rejoint leurs équipes, des photos truquées avec Photoshop. Ça vous surprend tout ça? Non, en fait, c'est comme si on le savait déjà. Aux États-Unis, l'argent permet d'atteindre ses fins. C'est culturel, on a grandi avec ça, on le sait tous. Toute cette affaire montre l'obsession des parents pour les classements, le prestige. Mais l'enseignement, ils s'en fichent. Ces jeunes qui sont maintenant à l'université ne doivent pas se sentir très à l'aise parce qu'ils n'ont fait aucun effort. Et puis ils sont entourés de gens certainement plus brillants qu'eux. Ils ne pourront pas rivaliser à l'université ou même sur le marché du travail. Pour limiter la triche, Ok, on continue la semaine prochaine. cette professeure de droit plaide pour que l'admission à la fac soit davantage contrôlée et que les universités ne dépendent plus autant de l'argent privé. Ce bâtiment ici, vous voyez en haut les noms des donateurs? C'est un gros cadeau du docteur Verna et de Peter Dautrive. Sur le campus, des noms de généreux donateurs, il y en a absolument partout. Des philanthropes, pas toujours désintéressés selon Ariel Agross. Voilà, ça c'est un nouveau bâtiment. Quand l'enfant d'un donateur candidate à l'université, c'est rare qu'il ne soit pas pris. Par exemple, récemment, le rappeur Dr. Dre a posté sur Instagram « Ma fille est entrée à USC sans l'aide de personne. » Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il a fait une donation de 70 millions de dollars à USC pour un nouveau programme d'enseignement. C'est malheureux que les dollars l'emportent sur les critères académiques. L'université ne doit pas oublier avant tout sa mission d'enseignement. La triche mise en place par Singer coûtait beaucoup moins cher qu'une donation. C'est peut-être ce qui a séduit ses nombreux clients. Il en revendique près de 800 dans les écoutes du FBI. Rick Singer sera jugé en juin prochain. Il risque jusqu'à 65 ans de prison. Anna Topalov, bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de cet ouvrage, La tyrannie des parents d'élèves. Vous connaissez bien donc ce milieu de l'éducation et ce rapport parents-prof, évidemment, en France. Avec vous, on va parler de la triche à l'entrée des grandes écoles, notamment en France. On est juste à côté d'Henri IV et de Louis le Grand. Mais d'abord, une réaction à ce reportage qu'on vient de voir. Ce qu'on a vu aux États-Unis, ce serait possible ici en France? Le système est différent, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a un état d'esprit dans lequel j'imagine que les téléspectateurs ont pu se reconnaître. On est en France, on est passé de l'école pour tous à l'école du chacun pour soi, et où il s'agit pour les parents aujourd'hui de se débrouiller chacun à leur façon pour trouver la bonne école, la meilleure pour leurs enfants. Et les parents tentent de tricher. Je parlais de Louis le Grand et de Henri IV qui sont juste à côté ici dans ce quartier en plein cœur de Paris et qui ont été en proie à ce problème de carte scolaire. C'est la triche la plus fréquente en France, la triche à la carte scolaire? Alors, c'est difficile d'appeler ça de la triche précisément, dans le sens où d'abord il y a des dérogations, donc on tente, les parents peuvent tenter d'obtenir des dérogations. Donc c'est une triche légale, la dérogation? Il y a une triche un peu légale, ou en tout cas on peut demander des options un peu exotiques, du trombone à coulisses à la chasse aux papillons. Enfin, on peut s'amuser avec ça, on peut trouver plein de choses. La chasse aux papillons. Plein de raisons rigolotes. Mais il y a aussi... mais après, il y a de la triche, c'est-à-dire on peut louer des parkings, des box, des petites choses dans lesquelles évidemment on ne vit pas pour faire croire qu'on vit ici. On trouve encore des annonces sur le Bon Coin pour louer des box de 1 mètre carré dans les quartiers chics.
dont on sait évidemment pourquoi on louerait un box de 1 mètre carré au cœur du 6e arrondissement. C'est forcément pour avoir un très bon lycée. Il n'y a pas vraiment d'autre raison de louer ça. Voilà, ou aussi héberger plusieurs personnes chez soi, faussement aussi, pour qu'on puisse utiliser une adresse. Ça, c'est la triche la plus classique, peut-être. La triche la plus classique. C'est quand même néanmoins très contrôlé. Donc, il y a beaucoup de papiers à envoyer, il y a beaucoup de mensonges à faire, en fait. Ouais. Donc, il y a des gens qui y pensent et puis qui ne vont pas au bout. Et s'il y a triche... je crois aussi que pour beaucoup de gens, c'est de la triche à l'égard de leurs propres convictions politiques, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi de vivre dans des quartiers plus mixtes socialement. Et puis, à l'entrée au collège, tout d'un coup, ces convictions politiques s'effondrent. Ouais. Et il devient très difficile de mettre les enfants dans des collèges qui ont des réputations plus difficiles, à tort ou à raison. Et tout d'un coup, on triche un peu avec ses convictions politiques, puisque tout d'un coup, on dit « bien sûr, je suis de gauche, bien sûr, je suis pour la mixité, mais pas pour ma fille ». Et elle, je préférais tricher un peu pour pouvoir la mettre dans un collège de centre-ville. Comment réagit l'éducation nationale et comment réagissent les établissements prestigieux? Le problème, c'est que l'éducation nationale, je crois, ce qui la préoccupe, c'est surtout qu'il n'y ait pas de vagues et que les gens ne parlent pas et que les gens ne s'énervent pas et surtout qu'ils n'appellent pas le rectorat. Et donc, parce que ça, c'est très mauvais pour l'avancement du directeur d'établissement. Donc, évidemment qu'il y a un système de passe-droit, qu'il y a un système de piston et qu'il y a une prime aux gens qui ont la plus forte capacité de nuisance. Donc, ce qui est injuste, c'est que, on va dire que les gens très riches, ils vivent dans des quartiers où les collèges sont bons, où les lycées sont bons, donc eux, ils ne sont pas concernés. Les classes sociales, les classes populaires, elles n'ont ni les codes, ni le temps, ni la connaissance pour savoir comment sortir leur enfant de ce système-là. Donc il reste au milieu la classe moyenne supérieure. Donc c'est elle qui triche alors? C'est elle qui triche, c'est elle qui a les codes, c'est elle qui sait faire, c'est elle qui peut appeler le rectorat, prévenir un ami de la presse, ouais, appeler un élu local. C'est elle qui a les codes et qui se sent légitime pour le faire. Et parce qu'elle a surinvesti la réussite scolaire de son enfant, c'est quelque chose de très important. Donc du coup, on se sent capable de faire beaucoup de choses. Très bien, merci infiniment Anna Topalov d'être venue nous voir. On va voir que la triche intervient et là on va franchir encore un cap dans le milieu associatif aussi, certains n'hésitant pas à exploiter la maladie de leur enfant pour gagner de l'argent. C'est une enquête de Nathalie Sapena, Julien Daguerre et Alice Panouillot. À Liancourt, paisible bourgade à 80 km de Paris, l'affaire a laissé un goût amer même 8 ans après. La vie du petit Laurent, apparemment lourdement handicapé, avait ému. À l'époque, il habitait avec ses frères et sœurs dans cette maison. Delphine les élevait seule, mère courage, aux prises avec le chômage. Dans la région, la solidarité n'est pas un vain mot. Et Delphine entend bien en profiter. Nous sommes le 8 avril 2011. Elle a obtenu un rendez-vous avec les dirigeants de ce club de boxe qu'elle sait sensible à la cause des handicapés. Donc, l'handicap a été vraiment pensé dans cette salle. Parce qu'en fait, dès qu'on arrive de la rue, il n'y a pas un trottoir. Là, il y a une rampe à 5%. On rentre dans les WC, dans les douches d'abord et vestiaires, tout est adapté. Et après, par ici, on arrive. Les dirigeants du club la reçoivent dans un petit bureau. Ils sont une dizaine face à Delphine, qui joue à la perfection son rôle de mère héroïque. Elle avait un dossier, je crois me rappeler, un truc fichier plastique avec des intercalaires de couleur noire. Et elle nous explique le problème de cet enfant qui était un problème lourd. À la limite, qui ne pouvait même pas venir au club avec les autres enfants. Et elle avait besoin de moyens pour le faire opérer ou je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça. Ça nous avait touchés. Et elle parlait d'une grosse somme pour pouvoir faire quelque chose. On lui a servi un café, un machin, un truc à boire, ce qu'elle a voulu. Et puis on a parlé d'autre chose, parce que c'est triste comme situation. Puis je me disais avec les copains, c'est difficile d'aller mendier de l'argent, quoi. Donc on a essayé de la mettre à l'aise. C'était le plus vite possible, on lui a donné tout de suite l'argent, quoi. On n'a pas beaucoup attendu, quoi. Les boxeurs au cœur tendre font un chèque de 500 €. Ce n'est que 5 ans plus tard qu'ils apprennent que c'était une arnaque par un coup de fil des gendarmes.
Devant ce premier succès, Delphine muscle son dispositif. Elle crée une page Facebook, une association Enfants sans enfance, et aggrave la maladie de Laurent, impressionnante sur les photos. Une pathologie si lourde que le petit garçon doit se faire suivre dans un grand hôpital parisien, à Necker. La vie de son fils est en danger, dit-elle. Il lui faut une grosse somme pour le faire opérer à l'étranger. Comme les boxeurs, les journaux locaux la croient et relaient son appel aux dons. Pour mystifier les donateurs, Delphine mélange avec habileté le vrai et le vraisemblable. Oui, le petit Laurent avait réellement une pathologie de la colonne vertébrale. Et oui, il a bien été suivi à Paris, à l'hôpital Necker. Le professeur Christophe Glorion a vu Laurent et sa mère 5 ou 6 fois en consultation pour une spondylolyse, un amincissement de l'os d'une vertèbre lombaire. Mais à ses potentiels donateurs, Delphine parle d'une forme bien plus sévère, le spondylolisthésis. Sur sa page d'appel aux dons, la mère mettait ça. Elle mettait les différents grades de spondylolisthésis. Alors là, ce sont des illustrations qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on observe chez l'enfant. Ça, c'est ce qu'on observe chez les personnes plus âgées. Laurent a bien eu besoin d'un corset au début de sa maladie pour soulager ses douleurs. Mais cela a duré quelques mois et n'a pas coûté un sou à la mère. Les consultations sont prises en charge, les appareillages sont pris en charge. Donc je pense qu'il n'y avait pas besoin d'avoir probablement de compléments pour le traitement de cet enfant. Elle parle de sauver la vie de son fils, en fait. On peut dire qu'il y a peut-être une petite disproportion entre la situation de santé de son enfant et le risque vital. Une petite. On dit toujours petite. Le professeur Glorion a vu Laurent pour la dernière fois en 2015. L'adolescent allait beaucoup mieux, il marchait normalement. Selon le médecin, il ne devrait pas avoir de séquelles. Pour Delphine, l'histoire s'est terminée devant la justice. Le tribunal correctionnel de Beauvais l'a condamné en 2016 à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, pour avoir escroqué des particuliers, mais aussi la maison des handicapés et la sécurité sociale, à qui elle a soutiré 7 500 €. En tout, son arnaque lui aura rapporté plus de 13 000 € qu'elle doit aujourd'hui rembourser. Quand nous l'avions retrouvée il y a 2 ans, Delphine vivait toujours dans la région, avec son fils Laurent, non loin des 83 personnes qu'elle a arnaquées. Bonjour madame. Nous l'avons filmée à son insu. Je me permets de me présenter, je m'appelle Julien. Est-ce que vous regrettez d'avoir peut-être été trop loin dans la réalité de la maladie de votre fils, dans les appels aux dons que vous avez faits, ou pas? Pour vous, c'était justifié? Pour moi, c'était justifié. Vous n'avez pas le... C'est pas de l'argent que j'ai mis dans ma poche et je suis partie en vacances. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter à un moment les conneries. Ah oui, c'est vrai, il y a 3 chèques où j'ai fait des courses, mais je pense qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à part du jambon, des pâtes, de la purée. À cette période, Delphine avait de grosses difficultés financières. Outre des courses alimentaires, elle a payé un prêt à la consommation et des factures EDF. Je peux me regarder dans la glace et me dire au moins j'ai fait tout ce que j'ai pu. Même si ça n'a pas été très légal sur tous les plans, je ne vais pas dire le contraire. Au moins j'ai fait ce que j'ai pu et comment j'ai pu. Et aujourd'hui mes enfants ils travaillent bien, ils sont bien psychologiquement. Et ça c'est ma fierté. Delphine ne semble pas avoir conscience de la gravité de son escroquerie. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait le stratagème de l'enfant malade. Guy Mazurier avait croisé son chemin bien avant cette page Facebook et son appel aux dons. Il y a 14 ans, ce bénévole d'une association d'enfants de la DAS est bouleversé quand elle lui confie que son fils a besoin d'une greffe de rein en urgence à New York. Une question de vie ou de mort selon elle, Laurent a alors 3 ans. Là, c'est tous les dons, tous les gens ont donné des dons.
On peut aller jusqu'à la dernière. 509. 509 personnes ont donné. Alors ça allait de 15 € à 500 €. Et pour une somme totale de combien? Ça fait 19 900 et quelques. Donc c'est une grosse somme quand même. C'est énorme. Mobilisation à Beauvais pour sauver un enfant de 3 ans. Mais Guy Mazurier, en bon gestionnaire, réclame des justificatifs et découvre le poteau rose. Une catastrophe pour la réputation de l'association qui exige de Delphine une lettre manuscrite dans laquelle elle reconnaît avoir tout inventé. Disons que c'est une lettre où elle certifie comme quoi son fils malade de rein n'a jamais été opéré aux États-Unis. Elle dit qu'elle nous a manipulés pour avoir la somme de 20 000 €. Grosso modo, c'est ça. C'est marqué par écrit. Voilà. Là, c'était le 19-12-2005. Elle devrait prendre conscience qu'elle a fait mal à d'autres associations, que les gens vont plus vouloir donner parce qu'ils vont se sentir trahis en permanence. C'est ça qui est dangereux, je trouve. Et qui vous met en colère. Et qui me met en colère. L'association n'a pas porté plainte. Delphine a remboursé les 20 000 € qui ont été versés à un hôpital pour enfants avec l'accord des donateurs bernais. Les conséquences de ce genre d'arnaque vont bien au-delà des enjeux financiers. Elles sont un poison pour l'esprit de solidarité, la cohésion d'une communauté et même d'un pays. L'Espagne a ainsi vibré pendant 8 ans pour une petite fille, Nadia, atteinte d'une maladie rare associée à un déficit intellectuel. Fernando, le père, est désespéré. Il a besoin d'argent pour la soigner, dit-il. Son espérance de vie était de 8 ans, mais ça baisse. Maintenant, ils disent 7 ans. Moins peut-être. Pardon. Il invente des scénarios rocambolesques. Il raconte qu'il brave les bombes en Afghanistan pour consulter un généticien dans une grotte. Qu'il va aux États-Unis voir des prix Nobel. Nadia grandit sous les caméras. Les télés et les journaux s'engagent à fond. Les people aussi, comme le joueur de tennis Rafael Nadal. Plus d'1 million d'euros sont collectés. Jusqu'à l'arrestation des 2 parents en décembre 2016. Les policiers trouvent chez eux du liquide, une collection de montres de luxe, une arme, des ordinateurs dernier cri. Les parents ont mené la grande vie en exploitant leur fille. Tous les 2 ont été condamnés à 5 ans de prison ferme en novembre dernier. Pour les médias espagnols qui ont relayé l'histoire sans aucune vérification, l'affaire Nadia est un séisme. Nous sommes sur le plateau d'Espero Público, une émission quotidienne d'information et de divertissement qui a souvent invité la famille. Ici, Fernando et Nadia se sentaient comme chez eux, accueillis en amis par les présentateurs. Je me souviens quand ils sont venus la première fois, ils nous ont tous conquis dès la première minute. La petite était adorable, rigolote. Et une des dernières fois, à la fin de l'émission, tous les gens qui étaient sur le plateau lui ont donné de l'argent. Fernando est reparti avec 3 000 € en liquide. On a vidé nos poches, les journalistes, les techniciens, les présentateurs. Personne n'avait le moindre soupçon sur lui. Pas de soupçon, et donc pas d'enquête pour vérifier les nombreuses incohérences du père. Ces émissions populaires ne sont pas les seuls à être tombés dans le panneau. Le très sérieux journal El Mundo, réputé pour ses investigations, a été l'un des fers de lance dans l'histoire de Nadia. Avec des articles signés par l'une des plumes du journal. Pour son collègue, le scandale Nadia marque un avant-après pour le journalisme espagnol. À partir de maintenant, au journal El Mundo, on va demander jusqu'à la carte d'identité, le dossier médical, tout, absolument tout. Avant, c'est sûr, on ne le demandait pas, car c'était inconvenant, politiquement incorrect de mettre en doute ces témoignages de pauvres pères, de pauvres enfants malades. Mais Fernando a aussi manipulé ses proches.
ceux qui ont cru en son amitié, qui se sont dévoués corps et âme et qui sont aujourd'hui dévastés. Fernando et sa famille ont vécu 3 ans dans ce village reculé des Pyrénées espagnoles. Leur grande maison est aujourd'hui déserte. Ses voisins Mercé et Ramon se souviennent comment Fernando a très vite sympathisé avec eux. Il leur explique qu'ils viennent s'installer ici car l'air est bon pour la santé de Nadia. En réalité, c'est la police qui nous l'a expliqué. Tout ça était parfaitement calculé. Ils recherchaient des villages petits et proches de la frontière pour pouvoir fuir, et ils cherchaient des gens simples pour les aider. Et nous, on était les parfaits pigeons. Et nous étions leurs seuls amis, car ils ne voulaient que très peu d'amis. Ils ne se mélangeaient pas du tout avec les gens du village. Ils ont choisi des gens qui ne feraient pas de problème, comme nous. Des gens qui pensent avec leur cœur et pas avec leur raison. Fernando devient vite un intime. Les 2 familles passent Noël ensemble, fêtent le bac de la fille de Mercé à Barcelone. Notre famille habite loin. Et eux, ils étaient comme notre famille. Leur fille s'adore. La belle amitié fait partie de la machination. Fernando a besoin de Mercé. Elle lui sert de secrétaire, prend ses appels, dépose les chèques à la banque, organise des tombolas. Elle est d'autant plus dévouée que Fernando lui fait croire qu'il a un cancer, un mensonge de plus. Il pleurait de douleur. Je l'ai vu pleurer de douleur. Il a commencé à perdre ses cheveux et un jour il s'est rasé. Et il est apparu comme ça, sans sourcils. Et moi, j'ai cru à tout. Mais ce qui traumatise le plus Mercé, c'est l'avenir de la petite Nadia, qui a aujourd'hui 14 ans. Instrumentalisée par son père, qui l'a exhibée à la télé, tout en la confinant à la maison pour se préserver des soupçons. L'enquête a révélé que Nadia n'avait pas bénéficié des soins médicaux dont elle aurait eu besoin et que l'argent, son père le dépensait pour son train de vie, pour les grands vins qu'il appréciait tant. Elle n'a pas vécu la vie qui lui aurait convenu. Elle aurait pu aller au parc, jouer chez ses amis, elle aurait pu aller à l'école. Elle marcherait peut-être mieux si elle avait été suivie par un kiné. Elle pourrait être plus avancée si elle avait vu un spécialiste de sa maladie, la trichotillodystrophie. C'est vrai que je suis une victime de cette arnaque, mais je souffre énormément pour Nadia. Elle a tout perdu. Ses parents, comment elle va vivre avec ça? C'est ce qui me fait le plus mal. Je l'aime énormément. L'autre jour, on l'a appelée au téléphone. Elle était tellement contente. C'est du concentré de vie, cet enfant. Nadia vit aujourd'hui loin d'ici, chez une tante sur l'île de Majorque. Arrachée à sa vie, à ses amis, à sa mère qui n'a plus la garde et à son père en prison pour 5 ans. Dans les arnaques aux enfants malades, ce sont d'abord les enfants qui trinquent. Marianne Doubrère, bonjour. Vous êtes coach en entreprise, animatrice d'ateliers de philosophie et auteur de ce livre, C'est grave si je triche, qui est destiné plutôt aux enfants. Tout à fait, oui. Mais évidemment, c'est grave si on triche aussi, si on est adulte quand même. Ah, c'est vrai que c'est une question que les adultes peuvent se poser, peut-être même parfois plus souvent encore que les enfants. Il faut apprendre tôt ce que c'est que la triche. Je regardais un petit peu tout ce qu'il y avait dans ce livre. En tout cas, c'est important de se poser tôt la question de « tiens, si j'ai envie de tricher, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important pour moi si j'ai envie de tricher et j'ai peut-être moyen de faire autrement pour y arriver. Et on n'a pas forcément la notion de ce qui relève de la triche, réellement? Pas forcément toujours, parce que finalement, la triche, c'est le fait de ne pas respecter les règles, les lois qui sont en vigueur, et c'est pas toujours la même chose que respecter une certaine forme de justice ou une certaine forme de sens moral. La morale et le respect des règles officielles, c'est pas toujours la même chose, on s'en aperçoit parfois. La triche à la petite semaine, celle dont on parlait au début de l'émission, c'est cette triche de la fausse facture d'un restaurateur ou dans un taxi. Ça, c'est la triche à laquelle on... presque qui serait légitime, c'est ça, celle à laquelle on pense qu'on aurait droit?
Effectivement, quand il y a de la triche comme ça dans les entreprises, souvent ça répond à un besoin presque de justice, où des personnes qui pourraient s'estimer mal payées ou pas tout à fait reconnues pour les efforts qu'elles font, peuvent avoir l'impression que finalement une note de frais un peu salée, etc., c'est une juste compensation de leurs efforts. Comment éviter ces tricheries dans les entreprises? Vous y travaillez? Pour éviter les tricheries, à mon sens, il faut bien expliquer le sens des règles, justement. On ne peut pas vivre en société ni en entreprise sans avoir de règles. Elles ont une fonction. Dans nos organisations démocratiques, elles ont une fonction positive. Elles servent à protéger, elles servent à permettre à chacun d'exprimer une certaine part de liberté. Et pour les respecter, il faut en comprendre le sens. C'est vrai pour les enfants et c'est vrai aussi en entreprise. Alors on est ici dans une salle de jeu qui s'appelle Player One. C'est le temple des jeux vidéo des années 80-90. On peut aussi jouer aux jeux de société ici. Et évidemment, lorsqu'on joue aux jeux de société, on est tous tentés de tricher un petit peu. Je pense qu'il y a un côté dans la triche qui peut être valorisant, parce que pour être un bon tricheur, il faut être astucieux, rusé, intelligent. Ouais. Et ça, c'est valorisant. C'est pas forcément donné à tout le monde. C'est pas forcément donné à tout le monde, exactement. Donc il y a un côté valorisant de la triche. Et puis dans les jeux, ou même les jeux de hasard ou de casino, il peut y avoir aussi un côté David contre Goliath qui est attirant pour certains, certainement. Mais si moi je triche au Monopoly, ça veut dire que plus tard, je serai forcément un tricheur ou pas forcément? Alors je crois que progressivement, on apprend à distinguer les situations où tricher c'est grave et ça a des conséquences justement sur les autres. Et les conséquences de nos actes sont importantes. Et les situations où finalement tricher c'est pas grave. Pagnol disait dans une de ses pièces de théâtre, si on peut plus tricher avec ses amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes. Voilà, la triche ça peut aussi être une manière de s'amuser si on est consentant. Est-ce que vous croyez que c'est très français, la triche, les passe-droits, le fait de tenter la risquille comme ça en permanence Alors, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Il peut y avoir un aspect culturel, mais je pense surtout que c'est très humain. C'est pour ça que c'est le respect des règles, des lois, de la justice, la morale. C'est une question que les philosophes se posent depuis l'origine de l'humanité, et donc c'est bien plus que français. D'où ce livre, hein, que je rappelle, c'est grave si je triche. Alors, il y a quelques anecdotes amusantes. Il y a des triches fameuses, notamment lors de marathons en particulier. Vous pouvez nous les rappeler? Oui. Aux États-Unis, un marathon de Boston, une jeune femme voilà, qui n'a pas hésité à se cacher dans une chambre d'hôtel pendant toute la durée du marathon, s'asperger d'eau vite fait avant la fin de la course et arriver en premier, ce à quoi elle ne s'attendait pas, et du coup elle a été démasquée. Pas mal. Et puis il y a l'histoire du jockey, alors là celle-là je l'aime beaucoup. Ah oui, moi aussi je l'aime beaucoup. Un jockey qui s'est caché dans le brouillard pendant tout un tour de piste pour en profiter pour repartir juste avant tout le monde. Personne ne l'avait vu. Personne ne l'avait vu. Il réapparaît, il sort du brouillard. Exactement. Mais il s'est fait démasquer aussi parce qu'ils ont compris qu'il n'avait jamais doublé personne, ça leur a mis la puce à l'oreille. Comme quoi il y a une justice. Merci infiniment Marianne Daubrère d'être venue nous voir. C'est la fin de ce complément d'enquête. À la rédaction en chef de l'émission, je remercie Thomas Auros, Samuel Humez et Lionel Feuerstein. Caroline Durand était à la préparation et l'élaboration de ces entretiens. Philippe Lallemand est le réalisateur de cette émission. Merci à toute son équipe. La semaine prochaine, on vous retrouve pour une nouvelle émission consacrée à la famille, aux origines et à nos ancêtres. D'ici là, passez une excellente fin de soirée sur France Télévisions. À bientôt.